Minasan konnichiwa. Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Thérien et vous écoutez Les Titres Vus. Bien que nous n'accueillons pas de futurs entrepreneurs, je suis en compagnie de deux dragons, Gary Bruce Lee Chéri et Stéphane Chuck Norris Soucy. Et c'est l'heure de l'affrontement. Gary, véritable passionné d'arts martiaux, a proposé que nous parlions des meilleurs films de kung-fu et autres films où les gens se font casser la gueule avec leurs mains, leurs pieds, des meubles, ustensiles de cuisine et même des légumes. Prêts pour le combat, messieurs? Donc, messieurs, nous nous attaquons. J'avais de la misère à suivre tes lèvres. Elles étaient bien là. Ce sont les mêmes que d'habitude. OK. Suite à une demande populaire, Allô, c'est moi. Oui. entre autres la tienne, mais aussi celle de bien des gens qui nous suivent, on va parler de films d'arts martiaux. Un sujet dont on parle peu, mais pourtant, c'est un genre très populaire. Souvent, nous, les garçons, principalement les garçons, c'est un genre qu'on aime quand on est plus jeune. Il y en a d'autres qui suivent ce courant-là quand ils sont plus vieux. Mais c'est vrai, quand on est jeune, en général, on écoutait ça. On appelait ça les films de karaté. Les films de karaté. Ben, Les au films clip de vidéo, karaté. on va louer un film de On va karaté. louer un film de karaté. Aujourd'hui, évidemment, ce genre continue, perdure, mais il a beaucoup évolué. Puis on le retrouve, évidemment, il y a eu une époque où ça existe toujours, évidemment, en Asie. Aujourd'hui, il a évolué, il existe encore aujourd'hui. Souvent, il est intégré dans des films. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a proposé de faire, c'est un genre de top 5, mais contrairement à ce qu'on fait d'habitude, parce que Stéphane a décidé qu'on faisait ça autrement. Ouais, ça va me faire penser le méchant tortionnaire. Si j'étais un méchant tortionnaire, T'es pas on un n'aurait méchant pas fait son tortionnaire. sujet à lui, là. Attends, Non. là, tu sais, il dit méchant tortionnaire, c'est un producteur, c'est-tu la même affaire? C'est toujours la même chose. Donc, non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt y aller par année. Et puis, on va intégrer nos différents films. Il y a des films, probablement, qu'on a vus, tout le monde a vu, d'autres pas. The Shining ne s'y trouve pas, donc ça va. Il n'y a pas de karaté là-dedans, donc Stéphane est sain et sauf. On commence le tout avec, dans les années 70, bien que les arts martiaux ont débuté bien avant ça, avec un film qui est assez connu quand même, qui est Fist of Fury de 1972. Gary Exactement. commence le tout. Oui. C'est toi qui vas parler le plus aujourd'hui, donc c'est une très bonne chose, c'est un excellent sujet, Gary. Bon, alors on commence avec Shenzhen, c'est le retour, c'est Bruce Lee. Dans les films de Bruce Lee, celui-là, c'est ça qui l'a permis de faire celui-là qui va suivre après, Enter the Dragon. Oui. Mais pour bien des gens, c'est la découverte du charisme de cet acteur-là Oui. et aussi la façon de faire. Tu sais, côté chorégraphie, tu sais, présence, prestance et tout ça. Et dedans, il y a une scène qui est rendu légendaire, qu'il a été repris après ça dans Fist of Legend, dans Ip Man, dans plein d'endroits où ils ont vu, il s'en va dans un dojo, parce qu'on a fait affront aussi, et puis il donne une méchante... Habituellement, ça se passe toujours de même. On fait toujours affront à quelqu'un. Là-dedans, c'est toujours... Mais là, dans le dojo, là, tu sais, il se bat contre tout le monde, tu sais, contre tous les élèves. Il y a une particularité dans ce film de Bruce Lee-là qu'ils ont employé après pour les autres, c'est que Bruce Lee, la façon qu'il bougeait, et aussi les pellicules et tout ça, comme ils étaient dans le temps, il bougeait trop vite, il fallait ralentir. Alors, il y a bien du monde, ben là, quand il faut les nunchucks, c'est accéléré. Non. On le ralentit d'à peu près un quart la vitesse parce que ce gars-là est tellement rapide. C'est comme, tu te dis, OK, il est ça, puis il est revenu là, je comprends pas où est-ce qu'il est le coup. Il saigne, c'est ça l'important. Mais c'est pas ça. Mais cet homme-là est vraiment... Moi, c'était mon héros. Ben oui, je caponais, puis c'est ça, c'était la scène. C'est assez unanime, d'ailleurs. Oui, mais il y a aussi dedans, tu sais, là-dedans, il joue un gars qui revient de la Thaïlande voir la famille et tout ça, mais il y avait aussi le racisme parce que c'était l'occupation japonaise. Tu sais, parce que dans le sud de la Chine, le Japon, qui était très belliqueux et conquérant, les avait pognés là-dedans. Alors, c'est ça. Donc, Bruce Lee, Fist of Fury, ça amène la table pour Enter the Dragon. Oui, Enter the Dragon, qui est d'ailleurs sur ma liste, probablement, qui, si je ne l'avais pas mis, C'était probablement sur la tienne. Ouais, c'est Probablement ça. peut-être sur la tienne aussi. Non, parce que je l'ai vu juste cette semaine, moi, Ah, Enter bon, the ok, Dragon. God, OK, d'accord. Soit dit en passant, contrairement peut-être à toi et à toi, c'est évidemment tous les films, probablement, tu les possèdes. Habituellement, les films dont on parle, moi, je les ai. Ces films-là sont peut-être pas toujours faciles à trouver, à retrouver. Ouais. Et bon, bref.
Donc, moi, j'y vais souvent, et pour la plupart, à part peut-être Enter the Dragon qui est disponible, la plupart, j'y vais de souvenirs ou de trucs que j'essaie de retrouver. Enter the Dragon, bon, ça, c'est un classique qui est quand même assez facilement disponible. Il faut se remettre aussi en contexte à l'époque parce que, bon, Fist of Fury, on l'a souvent découvert après Enter the Dragon. Tout à fait. Et dans le contexte historique du cinéma de l'époque, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce qui était très populaire, c'était les western spaghetti. Ouais. Très, très, très populaire. Et ici, en Europe et ici en Amérique du Nord, on ne connaissait pas encore ce cinéma-là, qui était dirigé par une compagnie à Hong Kong là, qui s'appelait le Run Run Shaw. Là. Et là, il y a quelqu'un qui était évidemment, mais il y a toujours quelqu'un qui a l'œil ouvert, qui a une boussole et qui a des très longues vues et qui s'est dit, hey, mon Dieu, ça pourrait être intéressant d'importer ce genre de cinéma-là. Et bon, Enter the Dragon est le premier de cette série-là. Puis, un gros budget dégueulasse de 850 000. Quand même. Non, mais là, c'est la première, justement, mixture entre le cinéma américain et le cinéma asiatique pour ça. D'ailleurs, bon, on sait que John Saxon, etc., c'est Robert Klaus qui a réalisé le film et qui est devenu extrêmement populaire pour plusieurs raisons, parce qu'il alliait justement un peu le genre de film, on dira le film d'action un peu à la James Bond, etc. Là, le méchant fait James Bond. Exactement. Sur son trône. C'est ça. La seule différence, en fait, c'est que notre héros, au lieu de posséder un Walter PPK, il possède une rapidité d'action au niveau des poings et des pieds. Ouais. Donc, mais c'est un classique, évidemment, du genre, et c'est très triste parce que c'est aussi le dernier film de Bruce Lee. Il y a une scène, évidemment, il y a évidemment Bruce Lee, il y a plusieurs scènes qui le caractérisent. La scène où il se bat contre tout le monde, c'est assez hallucinant. Là. Mais c'est un classique. Là. Même là, OK, oui, c'est un classique quand il se bat contre tout le monde, mais celle-là qui surprend le plus de gens, parce que là, ils ont, même s'ils l'ont ralenti, il est trouvé. Quand il est devant le gars, puis il se met les bras l'un en avant de l'autre, puis premier qui fait le mouvement, il donne un coup de poing. Le coup de poing est tellement explosif et rapide, tu dis... Oh, on va reculer parce que ça, j'ai rien vu. On dirait que c'est pas vrai. Hein? Oui, ça fait surréaliste, mais il était comme ça. Si tu il est encore disponible sur YouTube. Je pense que c'est à cause du son. Ah, possiblement. C'est à cause du son, parce que c'est le même son qu'on sert dans les films de Terence Hill, Bud Spencer, quand ils se battent. Fait que le son est artificiel. Fait que c'est ça que quand tu dis, ça a-tu l'air vrai ou pas vrai? Puis je pense que c'est le son qui fait ça. Pour moi, puis pour en revenir à ce qu'on disait tantôt, quand on pense à ce genre de film-là, moi, ça me fait penser à ce genre de film-là d'enfance, les films de Bud Spencer, Terence Hill, les tapes à la gueule. Ça me fait penser un peu à ça. Mais c'est pourtant deux styles complètement différents, là, mais ça me fait penser un peu à ça. C'est moi qui poursuis avec Police Story en 1985. Je pense sincèrement que de tous les films dont je vais parler, c'est peut-être mon préféré parce que pour moi, le film d'arts martiaux, et là, je parle vraiment d'un film où il n'y a que des arts martiaux, et non pas un film où les arts martiaux sont intégrés. C'est pour ça que je serai contre un film. Moi, je n'y vois que du plaisir. Enter the Dragon, c'est un film d'action, etc., etc. C'est le film qui a introduit le film d'arts martiaux ici en Amérique du Nord. Il a changé carrément toute la donne. Tout ce qui a suivi, exactement. Mais Jackie Chan est probablement on s'entend que Bruce Lee est le maître. Oui, mais en passant, tu vois, Jackie Chan, là, que le film dont tu vas parler, c'est lui qui va changer énormément de choses dans la façon de faire dans les arts martiaux. Mais il était dans Fist of Fury, hein? Il était dans des cascadeurs. Oui. C'est lui qui a ça, Jackie Chan, au-delà d'être un spécialiste des arts martiaux, était effectivement un grand cascadeur. Et ce gars-là, j'en parlais dans le film suivant, c'est ça, c'est tout le temps, c'est la créativité, moi, qui m'impressionne du côté de Jackie Chan, qui est souvent un réalisateur, qui n'est pas seulement un acteur dans ses films. Et écoute, la scène dans le centre commercial, dans ce film. Juste dans l'autobus aussi, là. Oui, c'est parce qu'il y a tellement de scènes, je ne peux pas parler de toutes les scènes. J'essaie d'en parler une, que Stéphane puisse en isoler une quand on va parler. Mais la scène dans le centre commercial, écoute, elle est jouissive, elle est extrêmement longue. Tu te dis, mais voyons donc, c'est incroyable. Puis c'est ça que j'aime dans ce genre de film-là, c'est que on se divertit, on s'amuse complètement. J'aime d'ailleurs plus ce genre de film-là où je m'amuse que le film de tape sa gueule pendant 2 heures de temps. Donc, tu comprends? C'est pour ça que j'aime beaucoup ce film-là. C'est encore moi, Drunken Massacre 2, qui est en 1994. Pourquoi le 2 et pas le 1? Qu'est-ce qu'il y a de plus le 2? En fait, c'est parce qu'il va beaucoup plus loin que dans le premier. Okay. Parce que dans le premier, ça se passe plus, comme on pourrait dire, dans la vieille Chine, où est-ce que le jeune étudiant fait chier son père, puis finalement, il y a un vieux
sous l'art, maître, lui donne le style Drunken Master, mais en même temps, lui apprend l'humilité un tout petit peu et tout ça. Là. Okay. C'est complètement différent. Là, on se ramasse à une autre époque. C'est plus au début du siècle, on pourrait dire. Non, mais c'est ça. Mais évidemment, là encore, on est dans l'humour aussi, bien entendu, parce que c'est son pouvoir, c'est la potion magique. C'est vraiment ça. C'est quand c'est l'ivresse qui fait en sorte qu'il y a tous ses pouvoirs. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que, contrairement à ce qu'on peut voir dans beaucoup de films de ce genre-là, c'est que Jackie Chan n'utilise jamais de cordes ou quoi que ce soit pour faire ses cascades et ses arts martiaux. Et c'est surtout ça, moi, que je retiens de ce film-là, parce que pour ce qui est du reste, bon, il fait toujours le clown, tu sais, c'est un clown, Jackie Chan, on s'entend. Oui, mais même à la fin, le combat de fin est tellement drôle, parce que là, il prend comme un genre d'huile qui avale, là, parce que lui, c'est l'alcool, plus il est sous, plus il est capable de se battre. Mais là, tu sais, l'affaire est tellement puissante, quand il crache par terre, le feu c'est ridicule. Puis, avec le combat de la fin, ce qui est trippant, c'est que le gars, là, tu sais, il y a plusieurs genres de styles dans le kung fu et tout ça. Mais lui, il mélange un peu le taekwondo et le hip-kondo. Puis, ses pieds vont à la vitesse. C'est juste ridicule. Tu dis, mais là, c'est pas humain, ça, voyons, non. Tu sais, t'as l'impression t'as l'impression que c'est pas vrai. Oui, mais c'est fascinant, là, parce que c'est une expertise extraordinaire, là. Toujours dans le comique, en plus. Évidemment, tu sais, je parlais pas de tous les films qu'il a fait ici. Il en a fait beaucoup aux États-Unis, c'est Rush Hour, etc. Mais c'est... Royal in the Bronx, là, son premier qui l'a amené ici en 95, on pourrait dire, là. Ça, c'est là que le monde a découvert sa créativité. Oui, son charisme aussi. Oui, exactement, son charisme. Parce que là-dedans... Notamment Jet Li qui a une face, là, Non, impossible. Mais tu sais, Jet Li, t'as pas envie de le niaiser parce qu'il... Non, vraiment pas. Il fait trop sérieux. Mais tu sais, tu regardes Jackie Chan dans Royal in the Bronx, il est dans le hangar, t'es en train de battre un coup de porte de frigidaire, passe à travers c'est comme... Il est créatif, ce gars-là. Complètement. Il est drôle. Complètement. Il trouve le moyen de mettre du comique dans tout. Là. Toujours. Puis d'abord, même tu le vois souvent dans la fin des films. Puis tu sais, quand les cascades. Tu vois très bien que tu le vois lui-même. Là, tu vois très bien que ce gars-là, c'est un gars hyper sympathique. Il se prend vraiment pas pour un autre. Là. Donc, je pense que... J'ai amené un point que j'avais oublié. En 1985, après qu'il a fait le film Police Story, bon, ça a amené une nouvelle façon de faire les cascades un peu réalistes qu'on le voit aujourd'hui avec les films en Indonésie. Mais lui, de son côté, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il est obligé de partir sa propre compagnie d'assurance. Parce que plus personne voulait les assurer. Oublie ça, là, parce que c'est juste débile. Juste celui-là, lorsqu'il se tient par un parapluie sur un autobus. Tu vois, dans toutes les séquences, les plans qu'on a, c'est Jackie Chan. Tu te dis, mais il est malade. Ah oui, si tu fais ça, là, bon, ok, tu tiens pas ta main, c'est sûr. Mais c'est ce qui donne le mérite de ce qu'il fait. Oui, on a déjà parlé dans d'autres capsules, à cette heure, des fois, avec les effets spéciaux, c'est ça qui coupe l'aspect. Wow, parce que, ok, là, il y a un effet spécial. Ok, là, c'est pas vrai, là, c'est un green screen. Là, c'est vrai. En plus, comme on dit, il montre dans le générique de fin toutes les cascades qu'il a faites, qui se casse une jambe, qui se tord un bras. Mais ça gang, parce qu'il y avait une gang aussi. Une gang qui travaillait avec lui. C'est une méchante gang de fous. Ça y va au défi. Ah oui, complètement. Je te dis, t'es pas capable de faire ça. Là, l'affaire, il arrivait avec le côté plus humoristique, ben ça faisait comme nouveau par rapport au film de Bruce Lee, souvent c'est la vengeance. Oui. Mais c'est correct au moins, parce que si tout le monde avait fait la même chose, si tout le monde avait fait la même chose, ben tu sais, chacun n'aurait pas eu sa spécialité, puis c'est bien parfait comme ça. Exactement. On s'en va dans un tout autre registre avec un film qui a été très, très populaire ici, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Oui. La découverte des fils pour les gens. La découverte de quoi? Les fils. Ben là, tu sais, moi, c'est pour ça que, en tout cas, bref, on en parle. C'est pour ça que t'aimes pas ça? Ben, quand je l'ai vu la première fois, oui, puis après ça, j'ai dit, comme, tu sais, tu flottes au-dessus des maisons, là. Bref. Ouais, mais en le revoyant, tu te rends... c'est pas tout le monde qui peut faire ça dans le film, point de vue personnage. Okay. Et c'est là que je fais un peu un parallèle avec les Jedi. C'est que ceux... Non, mais il y a beaucoup... Ce que j'aime de ce film-là... C'est de la mythologie, par exemple. C'est ça. On tombe dans un côté très poétique. Moi, il y a trop de mes films ont tenu dans le côté poétique plutôt que la vengeance réelle. Mais les deux. C'est ça, c'est que le maître Master Lee Mumbai, bon, c'est un guerrier, mais on dit, toi, tu as la technique des Wudang. Si tu le regardes en français ou en anglais, c'est peut-être pas le même mot, mais en tout cas, Wudang. C'est Doc. C'est canard. C'est ça, mais celle qui est amoureuse de lui, ben, elle aussi, elle a appris ces techniques de combat-là. Puis celle qui vole l'épée, la petite jeune, ben, elle, c'est parce qu'elle a lu un grimoire qui avait ces techniques-là. Fait que c'est juste eux autres qui sont capables de
voler au-dessus. Les grimoires, on a déjà vu ça dans un... Ouais. C'est ça, c'est un peu comme des Jedi de la vieille Chine. Tout ça. Moi, ce que j'aime de ce film-là, c'est ça, c'est le côté tout mythologique et la direction photo qu'il y a dans ce film-là. La Li Mubai l'a dit à un moment donné que tu as volé le grimoire, on voit que tu es parfait dans la façon que tu fais les choses. Ouais. Mais c'est ça, regarde ce film-là, là, puis tu peux faire des parallèles avec les premiers Star Wars. L'importance de l'arme. Tu vois, le maître Li Mubai veut déposer son épée parce qu'il ne veut plus combattre. Puis il dit là, cette épée-là a vu trop de sang, puis là, on veut faire la paix. Écoute, tu regardes le film, tu fais, mon Dieu, on voit George Lucas qui a vraiment pris son inspiration des samouraïs, puis des films de Kurosawa, puis tout ça, la colle d'honneur, tout ça. Il faut que tu ressentes l'énergie, puis tout. Là, écoute, ça ressort là-dedans. Oui. Ce que j'aime aussi du film, c'est que, là, je ne veux pas avec ma justice sociale, mais on est en présence de femmes fortes dans ce film-là. Dans les films chinois, il y en a beaucoup plus. Oui, effectivement. Ça veut dire que la culture nord-américaine, enlevez vos œillères, puis donner de la place aux femmes. Fait que, c'est ça que j'aime du film, c'est vraiment tout le côté poétique qu'il y a là-dedans. Et ça finit de façon tragique quand même. Fait que le film a eu quand même 10 nominations aux Oscars. Il y en a gagné 4. Justement, direction photo, musique originale, direction artistique, puis meilleur film, langue étrangère. Ouais. Non, mais... non, tu dis ça. Sérieusement, je vais te dire, franchement, c'est parce que quand je l'ai vu la première fois au cinéma, j'ai adoré le film, j'aurais pas dû le revoir. Moi, c'est en le revoyant que j'ai compris la présence des films. Sauf que ça l'a influencé d'autres films. Ben oui. Ça n'a pas arrêté après ça, même si. Mais probablement que ça m'a enlevé le côté magique que j'avais été comme impressionné par la magie, puis j'étais là, OK, ben là, probablement parce que je connaissais déjà l'histoire et que je l'ai vu trop rapidement après, peut-être. Mais c'est à voir si vous ne l'avez jamais vu. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Oui. Mais le prochain, c'est un côté artistique. Oui, le film, ça s'appelle Hero. Et ça met justement en vedette Jet Li. Que tu disais qu'il est froid, mais ça joue, ça va très bien. Ça raconte l'histoire d'un assassin. Oui. Qui s'approche, qui a un rendez-vous avec un empereur, avec un roi, avec le roi Xin, avant qu'on fasse l'Empire, c'est ça. Exactement. Et pourquoi il a eu une rencontre avec le roi? C'est parce qu'il a tué 3 assassins qui mettaient la vie de ce roi-là en danger. Donc, il a le privilège de rencontrer ce roi-là. Et là, il raconte comment il a tué le premier assassin. Donc, il peut s'approcher du roi. C'est ça. Parce que quand tu rencontres le roi, il faut que tu sois à 100... 100 plus de 100 pas. D'ailleurs, on lui rappelle à chaque fois, sais-tu combien de temps que ça a pris du monde à arriver jusque-là? Là, parce que tu as tué le premier assassin, on dit, parce que tu as tué... leur nom, c'est des noms comme les Broken Sword. Oui, mais c'est Donnie Yang. Ce combat-là est vraiment génial. Ouais. Parce que dans ce premier combat-là, ils sont dans une place parce qu'ils jouent à un genre d'échec ou je sais pas quoi. Ouais. Puis là, il y a des gardiens qui arrivent pour se battre avec eux autres, puis Jet Li arrive en arrière. Et les deux commencent le combat, mais au début, leur combat, là, ils se battent pas. Les deux ont les yeux fermés. Puis ils imaginent le combat qu'ils sont en train de faire pour finalement le dernier coup, fatal. C'est le seul que tu vois. Mais c'est fait là, avec une belle musique, là, c'est génial. C'est ça, parce que là, on a l'histoire du premier assassin. Après ça, on nous raconte l'histoire du deuxième assassin, que c'est un couple, comment ils se sont fait tuer. Mais ce que j'aime du film, c'est la direction artistique et la direction photo. Chaque point de vue, on change les couleurs, les couleurs des costumes, les couleurs des teintes des images. Puis il y a une beauté visuelle là-dedans. Écoute, le combat entre les deux filles dans des feuilles d'automne qui tombent au ralenti, là, c'est assez époustouflant à regarder. Là. Ils se battent à travers les feuilles, il y a des ralentis là-dedans. Oui, il y a encore les câbles, mais comme je te dis, je pense que Crouching Tiger et Hidden Dragon, je pense, ont influencé un nouveau style de film d'arts martiaux. C'est un peu comme aux États-Unis. Tu sors un nouveau gadget d'effets spéciaux, tout le monde fait cet effet-là. Exactement. Fait que je pense que c'est ça qui a influencé ce film-là. Mais ce film-là, à voir vraiment pour le côté artistique. Oui, il y a les combats qui sont le fun, là, mais moi, c'est ce qui me séduit, c'est vraiment la direction photo, les costumes. Et encore là, ce film-là, on a une fin tragique. Oui. Parce qu'on a le... Oui, mais ça a l'air d'être une constante. Mais dans le cinéma asiatique, c'est pas mal. Exactement. Eux autres, là, la mort, ils la voient pas d'une autre façon. Là, la même façon on prend juste le samouraï qui veut faire harakiri pour pas perdre l'honneur. Ouais. Ici, il n'y a pas personne. Il dit, ici, c'est de la lâche. Non, ça n'a comme pas rapport.
Eux autres, mais c'est tout le temps, en plus, c'est tout le temps comme encore l'affaire des samouraïs, les codes d'honneur puis tout. Tu sais, la fin, c'est le couple, qu'on pensait qu'ils étaient des assassins qui sont en vie. Finalement, ils se battent à l'épée, puis elle tue son amoureux, parce que lui, il a décidé de ne pas se défendre pour prouver son amour pour elle. Là, elle s'en veut, puis là, lui, il a le sable planté dans le cœur, puis là, elle le tient dans ses bras, puis elle rentre le sable pour se suicider en même temps avec lui dans ses bras. T'es comme, tabarnouche, c'est tragique, mais c'est tellement bien filmé, là, ça devient super beau. Il y a une poésie visuelle là-dedans avec les ralentis, leur kimono à grands manches qui flotte au vent. Non, côté image, c'est vraiment spectaculaire. Je vais voir ça. Ça m'intéresse. J'ai pas vu. Celui que presque tout le monde a vu, certainement, c'est Kill Bill. Oh yeah! Pourquoi un film américain et non pas asiatique? C'est certainement parce que c'est probablement le film hommage par excellence. Parce que Tarantino a été influencé comme nous jeunes. Oui, à tout le cinéma asiatique. Évidemment, Uma Thurman est habillé comme, comme notre ami Bruce Lee. C'est juste le 1? Ben, celui-là, je trouve, est plus rend plus hommage que le second, avec tout ce qui... Non, parce qu'il y en a le 1, il y en a qui préfèrent le 2. Oui, mais moi, c'est pas une question de préférence. Je trouve que c'est celui-là qui se rapporte le plus, qui est plus un hommage au cinéma. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, tu sais, parce que même les discussions, tu sais, à un moment donné, quand t'as une épée de Ranzo Hattori, Oui, c'est ça. Avec évidemment l'épée et tout dans l'entraînement. Oui, puis les présentations, le mélange avec le manga et tout ça. Oui, ben c'est ça. Je trouve que j'ai tout le temps dit, la scène avec les 88. Le Crazy 88. Crazy 88. Ouais. Bon, le sang qui gicle là-dedans. Mais ça, c'est typique. Oui, mais je trouve que, j'ai tout le temps dit, parce qu'on t'a mis la scène en animé, avec l'origine de la petite fille, le sang gicle, que c'est du cartoon. Oui. Quand on te le présente après, dans le combat de la fin, ça marche. Oui. Parce qu'on t'a préparé à ça à cause de cette scène-là. Fait que moi, j'ai tout le temps dit, la petite scène de l'origine de la fille, en dessin animé, c'est pas anodin qu'il l'ait fait dans ce style-là. Mais moi, ce que j'ai aimé justement par rapport à cette scène-là, c'est qu'on nous prépare, non seulement on nous prépare, mais c'est un juste mélange entre le film d'arts martiaux complet et le manga. Et c'est dans le fond, Tarantino fait genre un 360 de ce qu'est la culture asiatique dans ce cinéma-là, en tout cas du moins. Ah oui, t'as tout, là, je veux dire, les zoom-in, le combat dans la neige, justement, ben, ça revient à ce que je disais tantôt, les kimonos ralentis, les manches au vent, on se bat dans les éléments. Écoute, tout est là. Il y a aussi, il faut pas oublier, dans les films d'arts martiaux, il y a souvent le côté philosophie bouddhiste. Il y a des phrases ou des pensées qui lâchent, des fois tu dis « Ah, ouais... » Non, mais c'est vraiment brillant pour ça. Là. Alors, tu sais, côté action, par exemple... mais même au début de Enter the Dragon... Bruce Lee parle avec son tinsé, puis encore là, il y a toute une philosophie, puis ça revient à la fin. Ton ennemi n'est qu'une image, si tu défais l'image, qui fait que la scène d'un miroir, c'est « Ah oui, je me souviens qu'il a dit ça, le vieux bonhomme. » Puis ça fait casse les miroirs, puis tu sais, il y a tout le temps ça dans ces films-là d'arts martiaux, un côté très philosophique. Tarantino, en plus, c'est le réalisateur parfait, parce que s'il y a quelqu'un qui prend son temps pour construire une histoire, et il est très rare, il y en a très peu aux États-Unis, ben c'est lui. Hong Bak, 2003. Monsieur Tony Jaa qui fait découvrir au monde, entre guillemets, le Thai box. Oui, exactement. Mais en fait, moi je n'ai pas vu ce film-là, ça me dit. Ce film-là, je ne l'aurais jamais vu. Je n'avais pas été critique au Journal de Montréal à l'époque. Ah, OK. Ah, ouais? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est parce que moi, j'aurais pas été poussé à voir un film comme celui-là. Mais qu'est-ce que vous avez contre les films d'arts martiaux? Non, mais rien contre. Non, on n'a rien contre. Le hasard a bien fait les choses parce que effectivement, c'est un nouveau genre d'arts martiaux que les gens ne voyaient pas souvent. Mais, parce que lui, là, tu sais, c'est double coup de coude. C'est toutes les extrémités, coude, genou, tu sais, là-dessus. C'est presque une chanson. C'est ça, j'allais dire. Tête, genou, orteil. Oh my God, on va pas là. Non, mais outre ça, moi, bon, oui, les combats sont exceptionnels, mais c'est aussi... C'est la flexibilité de ce gars-là qui va se glisser entre deux, tu sais, à un moment donné, il passe en deux vitres. Quand il glisse en dessous de la voiture, écoute, juste lorsqu'il est en train de courir, saute par-dessus, tu sais, le patente d'épée, entre le kart qui passe. Moi, j'attends toujours qu'il reçoive son coup de téléphone du Cirque du Soleil.
Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a impressionné, bien plus des fois que les combats eux-mêmes. Ouais, mais pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est que Tony Jaa représente, comme on pourrait dire, le Bruce Lee du Thai boxing et tout ça. Oui, il est flexible et tout, mais il a une belle présence. C'est ça qui fait la différence. La première fois qu'il s'en va dans la salle, là, puis pour se battre, là, il finit le gars avec un coup de genou. Oui. Oh, il niaise pas, lui. Non. Il y a des gens qui sont très bons avec des coups de genoux aussi, mais ils font d'autres choses. Gary, tu nous parles de Kung Fu Hustle de 2004. Soit dit en passant, c'est quand même pas pire parce qu'on aurait pu penser qu'en faisant une liste comme celle-là, on aurait parlé juste de films des années 70, des années 80, puis quand même, il y a des films intéressants des années 2000. Je pense qu'il y a eu des vagues. On a eu les années 70, tu as eu Bruce Lee. Après ça, dans les années 80, c'est Jackie Chan, avec le côté plus humoristique. Là, après ça, je dirais, dans les années 2000, c'est le Crouching Tiger, Hidden Dragon. Le fait qu'il y a eu beaucoup d'expositions aux Oscars, tout ça leur a amené... T'as oublié fin 80 avec Karate Kid, qui a fait quelque chose. Oui, quand même. Là, ils ont même fait une série, là, Cobra Kai, avec une série de Karate Kid. Mais oui, c'est ça, c'est un genre qui va et qui vient. Oui. Mais celui-là, comme Fu Hustle, c'est Stephen Chow qui a fait ça. Stephen Chow, c'est un gars qui fait des arts martiaux, mais qui est aussi réalisateur. Et ses inspirations, c'est Jackie Chan et Bruce Lee. D'ailleurs, il y a plusieurs scènes là-dedans où est-ce qu'il imite Bruce Lee dans sa façon, là, puis les sons et tout ça. Mais celui-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il est dans le comique. C'est un gars qui est un peu niaiseux, qui veut faire partie du groupe des Axe. Mais il est pas bon. Ça va bien. Mais, sauf qu'on découvre que lui, comme son pouvoir, finalement, à la fin, c'est que plus il mange de volée, plus meilleur qu'il est. Puis, mais là-dedans, tu sais, le Axe Gang, eux autres, ils veulent essayer de prendre le contrôle d'une place, là, où il y a une dame, où il y a des génies du Kung Fu, là. Puis elle, tu sais, ils ont tous des noms bizarres. Ça, c'est The Lion's Roar, je sais pas. Ils ont. Puis t'as l'autre qui s'appelle La Bête. Les combats c'est vraiment à l'état comme des dieux, là, parce que personne ne serait capable de faire qu'est-ce qu'ils font là. Même si tu regardes dans la scène de la fin, je pense qu'il est tout seul contre minimum 200 personnes, puis il bat. On sait que c'est impossible, là. Puis il finit avec le bout de pomme, là, mais comme il détruit un pâté de building, là, comme... Yeah! Mais tout ça, c'est fait vraiment dans le comique, là. Il y a des scènes là-dedans, où est-ce que c'est exagéré, mais tu ris parce que c'est vrai ça. Ben non, c'est ce qu'on veut. C'est peut-être culturel aussi, parce que dans le film, j'ai parlé Hero. À un moment donné, t'as le roi qui raconte l'attentat qu'il y a eu contre lui. Écoute, ils sont deux. Puis ils rentrent dans le palais, puis écoute, ils se battent contre à peu près 3000 soldats. Là, puis ça se frayait un chemin à travers ça, puis à aller jusqu'au palais. Puis c'est comme... Tu regardes ça, puis t'es comme, comment? C'est de la mythologie. C'est ça. Oui. C'est souvent mais, ça. Mais celui-là, dans Comme faire ça, c'est mythologie comique. D'ailleurs, Stephen Chow, il y avait un autre film qui s'appelle Shaolin Soccer. Puis là-dedans, c'est vraiment drôle. Parce que, tu sais, l'autre, il botte le ballon, puis le ballon prend la forme d'un dragon, puis il rentre. Ça se peut. Ouais. C'est bien fait, tout se peut. Ouais. Black Belt, Gary. Attends, il y a le... Non. House of Flying Daggers. C'est correct. Film réalisé par la même personne qui a fait le film Hero. Ah bon? Oui. Monsieur Yimou Zhang. Y a-t-il encore des kimonos qui flottent? Puis... Oui. Oh, absolument. Oui. Même il y a une part oui. encore. Moi, je suis pris dans l'espèce de poésie visuelle. Il y avait un Kleenex encore. Tu penses un peu, il y a une fille là-dedans, à un moment donné, elle est en train de jouer comme des tambours, mais avec... c'est débile. House of Flying Daggers, qui est la maison des poignards volants. Les poignards volants, c'est une bande de rebelles qui sont comme les Robins des Bois de la Chine du 19e siècle. Donc, ils volent aux riches pour donner aux pauvres. Ouais. Et leur chef a disparu, a été tué par les gardes. Et les gardes de l'empereur entendent qu'il y a un nouveau chef à cette organisation-là. Donc, c'est l'enquête pour trouver le nouveau chef. Donc, ils entendent dire, il y a deux gardes, c'est un capitaine, deux capitaines, en tout cas des gardes, qui entendent qu'il y aurait peut-être une fille au bordel qui serait peut-être affiliée avec le groupe des poignards volants. Donc, ça amène justement à la scène qui vient de parler, où
ils veulent arrêter la fille. Puis la fille est aveugle. Elle est aveugle. Fait que là, il dit, ah ouais. Puis là, non, mais elle fait juste danser, puis tout ça. Puis il dit, ben, OK, on va voir si c'est une bonne danseuse. On va faire la danse de l'écho. Et la danse de l'écho, c'est que le policier a un plateau avec des petites roches, et quand il lance une petite roche sur un tam-tam, un tambour, qui est tout placé en cercle autour de la danseuse, il faut qu'elle retape sur le même plateau. Mais écoute, là, avec les filets de tissu, puis tout au ralenti, puis tout ça, mais ça, c'est pas des arts martiaux, mais c'est quand même visuellement, c'est spectaculaire. Évidemment, Stéphane aime beaucoup le tissu. Oui, mais il y a 2 scènes que j'aime dans ce film-là. Il y a une scène où ça se passe dans une forêt de bambou, où ils se battent dans les arbres, et c'est pas comme Crouching Tiger et the Dragon. Non, c'est plus rough, c'est plus dur. Ça. Mais les chorégraphies qu'il y a là-dedans, la direction photo, c'est super intéressant. On a vraiment augmenté les verts, fait que c'est très vert, le bambou, tout ça. Mais c'est la finale. Écoute, j'ai regardé 3 fois. Sérieux, là, on regarde les films avant d'en parler. Oui, ben, ça m'a fait penser, je sais pas si vous vous souvenez, quand on était jeunes, on regardait des films, des dessins animés japonais, genre Goldorak ou Albator. Souvent, ça finissait, tu sais, comme Actarus, tout ça. Et c'est pour ça que je vais protéger la Terre. Puis là, tout à coup, il commençait à tomber de la neige. Tu sais, t'es comme, mon Dieu, il tombe de la neige tout d'un coup. Puis, ben, c'est ce qu'on a. Dans Candy aussi, avec de la neige. Oui, avec ses pétales de rose. Ouais. Mais la finale, ça, c'est parce que la finale, l'histoire de House of Flying Daggers, ça nous amène vers un triangle amoureux. Oui. Là, je ne vous dirai pas comment, si vous ne l'avez pas vu. Non. Mais il y a un triangle amoureux. Et à la fin, c'est qu'on a les 2 amants qui sont amoureux d'une fille qui se battent un contre l'autre. Et ça commence où tu as les paysages d'automne et tout à coup, la neige embarque là-dedans. Puis là, ça fait vraiment comme les dessins animés japonais qu'on a vus. La neige qui tombe comme ça. Là, au ralenti, là, tu vois la neige, puis là, tu vois les coups d'épée, le sang qui tombe sur la neige. Écoute, du sang rouge sur la neige blanche. C'est marquant. Non, c'est beau. C'est un tableau. J'entends Astéro H. Ouais. Presque. Et encore là, un autre film avec une fin tragique. Oui, bien sûr, bien sûr. On finit ça. Il y a quelqu'un qui meurt et l'autre... se sacrifie. Oui, qui se sacrifie pour son... Il y a un pattern chez Stéphane. Ouais, oui, je suis un grand sensible. En gros, le larmomètre, pour lui, il faut que ça y va. C'est ça. Non, mais je ne pas pleurer. Mais vraiment, la mise en scène de cette scène-là, c'est à voir. C'est spectaculaire. Ah oui, comme j'ai regardé 3 fois. Donc là, on passe à Black Belt. Oui, Black Belt. OK, ce film-là, là, c'était blanc, là, ça va dans le noir. Ouais. Totalement. Mais la raison pourquoi j'ai pris Black Belt, c'est que ça se passe en 1932 à peu près, où est-ce que le côté samouraï et tout ça commençait à finir, les dojos de karaté, ça se passe au Japon. Les dojos de karaté commençaient à changer, à perdre la main parce que l'empereur qui encourageait le karaté, ben là, il commençait à avoir des colonels et généraux qu'eux autres, ils voyaient une autre façon de faire de l'argent en repossédant les dojos. Là, on suit 3 gars. Particularité, c'est que ces 3 gars-là sont vraiment des spécialistes, genre 7e dan dans le Shotokan Goju-Ryu. C'est pas des acteurs, mais pour qu'est-ce qu'ils ont à dire, l'action marche très, très bien. Mais voir ce film-là, qu'est-ce qui est bon, parce que j'ai fait du Shotokan pendant pas mal d'années et aussi du Kyokushin, c'est le réalisme. Non, t'as des talents cachés. Tasse-toi, Stéphane. Ben oui. On apprend ça aujourd'hui. Non, mais c'est pas ça, mais c'est la première fois qu'il y a un combat, t'en as un qui arrive, puis il dit on veut posséder votre dojo. Il dit non, si tu veux avoir le dojo, il faut que tu te battes. L'autre sort son sabre, c'est bien courageux, mais une épée, c'est une extension. Donc, si tu es capable d'éviter le bras, tu évites l'épée. Mais là, c'est la façon réaliste que le combat se passe. Le gars, il donne un coup, mais si je le frappe vraiment très bien sur le poignet, c'est pas comme dans les films, il va continuer. Non, le poignet fait mal, puis je vais changer de main. Alors, il donne une volée au gars. Mais le maître du dojo meurt, qui fait qu'eux autres n'ont pas pu devenir propriétaires. Alors, ils se séparent. Donc, c'est l'évolution de ces 3 gars-là. Mais à la fin, il y a un des étudiants, Taikan. Lui, il est le plus agressif. Lui, tout est basé sur l'attaque. Mais il est très bon dans ce qu'il fait.
Et l'autre, Giryu, c'est défensif. Deux aspects des arts martiaux. Il y a un combat final entre les deux. Mais ce combat-là est d'un réaliste hallucinant. Parce que on appelle ça les comités. Quand on fait ça, habituellement, les comités, c'est pas supposé être complètement full contact, mais des fois, quand le prof était pas là, il y en a qui se permettaient, là. Ça dure pas longtemps. Mais non, mais tu sais, quelqu'un te donne un bon coup de pied dans le ventre, là, tu te lèves pas, excuse. Et là-dedans, la scène, ben, tu as deux experts, donc s'analyse, se frappe, mais roule bien avec le coup, qui fait que le combat durerait plus longtemps, là. Mais à la fin, il y a un coup, là, tu sais, à la tempe, vraiment bien placé, là. Puis tu te dis, wow, OK. Mais c'est d'un réalisme... Là, c'est-tu un film ou un combat du UFC que tu nous non. Il y a plus que ça dans l'histoire, là. Je vous parle la partie combat, mais c'est aussi le côté de la philosophie du karaté. Au début, on commence, tu les vois comment ils se pratiquent, là, tu sais... en dessous de la cascade, d'eau froide, tu fais tes katas, tu es en train de frapper ton poing à tous les matins, 100 coups sur l'écorce de l'arbre. Tu sais, il y a le processus, puis aussi toute la philosophie qui accompagne ça. Mais tu vois le chemin que chacun est on voit une photo de l'arbre sur lequel Gary a frappé tous les matins quand il faisait du karaté. Non. C'est pas vrai. Mais c'est un bon film. Bon. OK, le tu nous fais un kata en finissant de la capsule? Let's go. Ip Man, qui est un film quand même assez connu, qui est assez récent en vérité, aussi. ça se prononce Yip Man. Yip Man? Ben non, c'est lui, son nom c'était Yip Man, mais là c'est Yip Man. C'est l'histoire du prof de... Il y en a deux, hein? Il y a deux films. Il y en a trois. Il y en a trois? Il y a trois, et de celui-là, il y a le quatrième qui est le final qui va être fait, mais il y a l'histoire à côté, dont Grandmaster, Ip Man, en tout, les Ip Man, je pense qu'il y en a à peu près 8 ou 9. Ah oui? Oui, tant que ça. Attends, de la même série ou tu parles des films avec ce personnage? Non, le film avec ce personnage-là, il y en a trois. Le quatrième... Jet Li qui est là-dedans? Non, c'est pas Jet Li, c'est Donnie Yen. Ah. Oui. Donnie Yen, c'est lui qui se bat contre Jet Li dans... Ouais, ça je sais. Okay. Bon, Ip Man, est rendu populaire pour l'Amérique à cause que on a su que Bruce Lee était un de ses élèves. Mais dans les faits, il était super connu là-bas. Ah. On est dans les années 30. Mais le film de 2008. Oui, c'est ça. Pas en noir et blanc. Non. Nous sommes en Chine, dans le Foyan, et puis Ip Man, en tant que prof d'arts martiaux, le Wushu, qui est du Kung Fu, a une belle vie, mais les Japonais encore envahissent. Et puis, vu qu'il est très bon dans les arts martiaux, on lui demande d'entraîner le monde, mais il veut rien savoir. Puis finalement, il y a un combat à la fin pour se battre contre le grand méchant japonais. Mais dedans, il y a une scène qui rappelle la scène de Bruce Lee dans le dojo, où est-ce que après qu'un de ses amis s'est fait tuer, il décide d'aller au dojo où c'est arrivé, puis il dit bon, je vais me battre contre 10 personnes. C'est complètement épique, là. Franchement, là, ce combat-là, là, il sac c'est plus qu'une volée, là. Il est démoli, là. Mais vraiment d'une façon spectaculaire. Même cette scène-là est encore mieux que le combat final. Parce que le colonel ou général japonais, là, il est bon, là, mais Ip Man, la particularité de lui, du style de Wushu qu'il fait, c'est qu'il s'adapte. Il comprend, il voit comment l'autre danse, on pourrait dire, puis il va trouver le moyen de tirer son coup là-dedans. Mais la scène, c'est où est-ce qu'ils sont dans le dojo. C'est pas une mémoire à Bruce Lee, parce que c'est arrivé, entre guillemets, avant Bruce Lee. Peut-être que c'est de là que Bruce Lee a été inspiré pour cette scène-là, dans Fist of Fury, mais épique. Vraiment. Donc, après cette scène-là, pas besoin de vous rendre à la fin du film. Ouais. Film, là, tu nous as fait changer toutes ces affaires. Ben oui, c'est ça. Le film Chocolat avec Johnny Depp. Chocolaté. Non, Chocolaté. OK. C'est un film thaïlandais, OK? 2008 également. Ouais. Exactement. Dans ce film-là, OK, c'est bien particulier, OK? Il y a une petite fille qui est autiste. Mais elle a une mémoire photographique. Elle passe son temps à regarder la télévision, où est-ce qu'on la voit même en train de regarder un bac, puis des films de Bruce Lee, quoi que ce soit. Sa mère tombe malade, puis il faut de l'argent pour payer les médicaments et tout ça. Oh, ça ressemble à Mary and Max. Mais non, mais c'est son cousin trouve un genre de livret où est-ce qu'il voit qu'il y a plein de monde qui doit de l'argent à sa mère. Alors, ils s'en vont pour récolter de l'argent, mais les autres ne veulent pas le rendre, puis ils se battent. Puis là, part des scènes de combat. Puis c'est assez épique parce que c'est une jeune fille, ça doit mesurer 5 pieds 1 maximum, là.
elle te sac des volets, là, les gars, là, dans une place dans une glacière, ça. Mais c'est là, OK, côté cascade, là, je pense que ça commence. Parce que c'est un peu avant Raid Redemption, ça, là. Où on voit qu'est-ce que Jackie Chan avait amené en cascade en 1985 et tout le reste. Eux autres, ils l'ont poussé à un niveau complètement indécent. Il y a un moment donné, là-dedans, ils sont en train de se battre sur un toit, à courir après quelqu'un sur un toit, puis a fini par lui donner un coup de pied. On voit le gars du toit, tomber, bang, frapper, puis tomber à terre. Mais la caméra suit comme ça. Donc, c'est en temps réel que comme tu dis, il n'est pas vivant, ça se peut pas. Il y a une couple de scènes là-dedans, là, dont où est-ce qu'ils sont en train de se battre en dessous d'une grille. T'sais, si tu rates ton coup, ben, tu te fais couper le bras, là, carrément. Là. Même, d'ailleurs, après, là-dedans, ils font un peu comme Jackie Chan. Ouais, ils montrent les scènes ratées. Puis, ils se sont fait mal à une couple de fois. Ouais. Mais c'est... côté acting, c'est n'importe quoi, mais c'est côté action. Puis c'est une femme en plus, mais elle se bat vraiment. Puis elle, vu que c'est en Thaïlande, c'est du Thai box qu'elle fait. Ah oui. Puis des fois, tu vois, vu qu'on l'a montré en back, elle fait des affaires comme lui. Elle fait son casse-place. Alors, c'est une belle fois. C'est intéressant. T'en as parlé? Raid Redemption? The Raid Redemption. Là, je suis loin de ma poésie. Là, ici, on est dans le mode survie. Sauvage. C'est sauvage. On est dans un film de violence... extrême. Oui, on peut dire ça. Ouais. Pourquoi j'ai mis le 1 et pas le 2? Parce qu'il y a eu une suite à ce film. Parce que le 1, c'est ce qui a tout déclenché. C'est souvent le cas. Non, mais c'est le film qu'il y a des acteurs, suite à ce film-là, qui se sont fait connaître, je veux dire. Et il y a des fois, c'est pour des bonnes choses, et des fois, c'est des mauvaises choses. Ce film-là, The Raid Redemption, c'est un film indonésien. Et les combats, là, de la façon que les chorégraphies sont faites, tu dis, coudonc, ils se sont fessés dessus pour de vrai. Ça n'a pas de bon sens. Oui, mais là... La façon qu'ils se font projeter dans les murs, je veux dire, tu sais, normalement, comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand tu regardes un match de lutte, tu sais que c'est arrangé, mais il y a des fois, il y a des prises de lutte, tu sais, quand le gars se fait passer à travers une table, tu fais comme, oh boy, là, ça a dû faire mal pour de vrai. Mais ce film-là, c'est pareil. Ouais. Tu vois, là, des façons, un qui se fait ramasser, qui se fait lancer dans un classeur, de la façon c'est plus violent que Kiss meets the Phantom. Oui. Comment tu peux comparer ça? Ça va pas. En tout cas, fait que c'est un scénario très simple. Même qu'il y a un petit peu une controverse parce qu'on dit est-ce que le film Dredd a copié le scénario de ce film-là ou le Raid a copié le scénario de Dredd, parce que ça raconte une équipe de policiers qui vont faire une descente dans un édifice, que le boss de l'édifice, c'est le chef d'un groupe de criminels. Et quand il apprend qu'il y a des policiers dans le building, il fait un appel à l'intercom pour dire il y a des invités qui n'ont pas d'affaires dans mon building, il faut les éliminer. Et celui qui réussit, il a un loyer gratuit à vie payé si vous éliminez les policiers. Donc, les policiers, comme dans Dredd, sont prisonniers de l'immeuble. Donc, au début, ça va bien pour les policiers parce qu'ils sont armés avec des gros fusils. Mais ça dégénère et ils n'ont plus de balles et ils n'ont plus rien et ils sont en mode survie. Ouais. Et là, c'est vraiment mode survie. Ouais. Écoute, c'est une violence, mais les chorégraphies qu'il y a là-dedans, les jeux de caméra là, qui poursuivent l'action. Là, caméra continue, tu sais, comme il parle, à un moment donné, il passe à travers une fenêtre puis tu la suis. Donc, tu dis que... Ça, c'est dans le 2. Oh, c'est dans le 2, c'est dans le 2. Okay. C'est dans le 2. Okay. Ah non, c'est plutôt avec la tête, là. Oui, ça c'est donc la caméra est aussi créative que les chorégraphies. Ben, même, il y a une scène où les policiers sont dans un appartement, puis ils font un trou dans le plancher pour sauver dans l'appartement d'en dessous. Puis là, je l'ai vu en making-of, mais tu as 2 caméramans. Donc, la caméra est attachée. Il se la passe. Il se la passe. Fait que la caméra suit le policier qui descend dans le trou, l'autre caméraman prend la caméra, puis on suit le policier, puis il saute déjà sur un autre. Écoute, c'est les chorégraphies autant que caméra, combat. Ouais. Et le combat final, où est-ce que tu as les 2 frères qui se battent contre, on pourrait dire, les gros bras de l'organisation. C'est 2 contre 1. En vérité, c'est Yayan, parce que lui, il mesure 4 pieds 7. Oui, c'est ça. C'est pour ça dire les gros bras. En tout cas, il s'appelle Mad Dog en anglais. Là. C'est l'enragé que lui, il aime ça faire mal avec ses mains. Là, puis bon. Mais ce combat-là, c'est essoufflant à regarder. Même, j'ai fait regarder le film à ma copine. Là. Cette scène-là n'en revenait pas. Mais quand on dit que c'est violent, là, ça se termine avec un néon au plafond qui a brisé
Ils prennent le tube de néon, ils rentrent dans le cou du gars. Le gars, comme c'est brillant. Comme le gars, c'est un enragé, il continue encore à se battre et finalement, ils tiennent le gars puis ils tranchent la gorge avec le tube de néon. Ouais. Puis là, tu fais comme enfin. OK. La particularité, ça, ce film-là, c'est indonésien, mais c'est du silat, du panchat silat. C'est un mélange d'arts martiaux parce qu'ils sont tous vieux et tout ça. Mais c'est qu'eux autres, ils font beaucoup de kumite, ça veut dire de combat full contact. Donc, quand ils font leur chorégraphie, ils sont habitués à se frapper pour de vrai. Peut-être pas à 100%. Donc, le réalisme de leur combat, des fois, est dérangeant parce que tu dis, ils sont fous de faire ça. Puis, mais c'est de la façon qu'ils tombent. C'est pas juste la façon qu'ils donnent le coup. Mais ce film-là, qui est un film à très petit budget, a fait sa marque dans le cinéma d'action. Et il y a 3 acteurs de ce film-là qui ont été castés dans Star Wars The Force Awakens. Leur utilisation est complètement inutile. Mais quand j'avais lu l'article, j'ai fait « Oh tabarnouche, ils sont allés chercher les gars de ce film-là. Les combats d'épée Jedi vont être hallucinants. » Et finalement, ils les ont pas exploités. Les 3 gars dans le film ne font presque rien. C'est la scène où quand Han Solo reprend son faucon millénaire et qu'ils se battent contre les espèces de grosses bébites de mort, là, que j'appelle la tentacule. Bon, ben la gang qui veulent avoir de l'argent, c'est ces 3 acteurs-là, mais ils se battent pas rien. Il aurait dû utiliser des sables lumière, ils sont bons avec des néons. Ouais, mais au moins, dans John Wick 3, là, on les voit. Puis Iko Uwais a commencé à jouer en Amérique maintenant. Ouais, ben oui, il jouait dans Miles 22, celui qui faisait le méchant. Exactement. Parlons justement de John Wick en terminant, pour lequel moi je suis pas tout à fait d'accord. Parce que pour moi, c'est pas un film d'arts martiaux, c'est un film dans lequel on intègre des arts martiaux. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est pareil du Krav Maga qui est un nouveau un mélange d'arts martiaux. Alors, oui, mais est-ce que c'est un film d'arts martiaux? Non. Oui, parce qu'il y en a. Mais on intègre des arts martiaux. Ben, John Wick, c'est un gars qui se bat avec le gun-fu. C'est sa façon de se battre, de se tuer. Pour moi, ça en est un. Ouais. L'autre chose aussi, c'est que... Moi, j'ai pensé l'intégrer, mais je me suis dit que je ne le mettrais pas parce que pour moi, ça n'en était pas un. Mais bref, c'est pas grave, là, c'est un excellent film. Pour moi, ça en est un, justement, pour... ce qui est créatif, c'est qu'on a amené les armes, les fusils dans le kung-fu, qu'on a baptisé du gun-fu. Exactement, mais c'est à partir de bien ah ouais, c'est pas le premier film que ça. Avant, tu as eu Equilibrium qui a c'est ça, Equilibrium, que c'était du gun-kata. Ouais. Ou ce que c'était ça, c'est que là, tu maîtrises, tu avais ton fusil, là, puis là, tu te concentrais, puis là, tu étais comme ça, puis tu faisais ça avec ton fusil, puis tu te faisais... Parce qu'il y en a qui disent que, bon, Matrix, c'est un film de Kung Fu, j'en ai pas un, il y a des scènes intégrées. Oui, mais Matrix, c'est plus un film philosophique, à un moment donné, il parle, puis tu dis comme femme ta gueule. Moi, je dirais c'est parce que dans John Wick, c'est un style de combat qui revient souvent. C'est pas une scène. Non, moi, c'est pour ça que je l'ai inclus là-dedans. L'autre chose aussi, c'est que pour du cinéma américain, là, c'est pour ça que je l'ai mis. Chapeau. C'est pour la réalisation... Non, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier, le cinéma américain, là, on sort du cinéma d'action à la Jason Bourne. Ce qu'il appelait le shaky cam, en anglais, la caméra Parkinson, où ce que tu vois rien, où ce que tu fais 45 cuts juste pour faire que quelqu'un ouvre une porte, là, tu sais que tu vois rien. Là, dans celui-là, on vient avec des longs plans séquences. La scène, là, quand John Wick rentre dans le bar pour prendre le fils du Russe, écoute, tu as le temps de voir ce qui se passe. Tu as le temps d'apprécier la chorégraphie. C'est pour ça que tu dis tabarnouche Keanu Reeves pour l'âge qu'il a, qui bouge encore comme ça. Ben oui, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, justement, c'est que quand tu fais pas des effets spéciaux puis tu as la vraie personne qui fait l'action, ben c'est là que tu es plus impressionné. Donc, John Wick, pour moi, ça marche pour ça. Et ce que j'aime aussi de la série John Wick, c'est que là, d'un film à l'autre, on fait quand même évoluer le style. Tu sais, le gun-fu dans le 3e a pris le bord un peu, on est avec plus des armes blanches. Donc, c'est ça. Fait que si la série réussit à se renouveler d'un film à l'autre, c'est une série qui peut peut-être durer longtemps. Ben, on sait qu'il va y avoir un 4, là. On sait qu'il va y avoir un 4, là, mais comme je dis, le 3 était rafraîchissant par rapport aux 2 autres, parce que, bon, on a amené Alberic, ses chiens, on a eu des combats à l'arme blanche, bon, on a fait qu'on a amené des acteurs de Raid, ça a rendu les combats un peu plus spectaculaires parce qu'ils sont capables d'en prendre. Donc, le 4 va falloir que tu te renouvelles, parce qu'à un moment donné, là, tu vas plafonner, là. Le gun-fu, c'était le fun dans le premier film. Si tu me fais ça à tous les films, tu fais, là, OK, là, on l'a compris, là, c'est ça. C'est pour ça qu'il est là. Shinshi arigato, matane, to kodoku shimasu.